Partez plutôt de contexte, enfin de lieux qui évoquent des choses réelles, le Grand Nord, ou alors la traversée de la France qui se remodèle dans la fin du temps. La mort du temps. La mort du temps. Est-ce que du coup c'est les personnages qui vont y intervenir, qui vont transformer ces paysages au départ réels en quelque chose où peut arriver l'aventure? Je me demande si en fait ça vient pas de moi. C'est-à-dire que j'ai grandi à Paris, sur les trottoirs de la ville, dans la verticalité de la ville. J'ai toujours voulu avoir des animaux, j'en ai pas eu. Mes parents m'ont dit non, tu t'occuperas pas du chien, alors qu'en fait je l'aurais sûrement fait. Enfin, bref. Je pense que j'ai eu une frustration des grands espaces, des animaux, et c'est peut-être ça aussi que j'incarne dans mes romans, et finalement peut-être que j'écris pour les jeunes citadins frustrés de la présence animale et des grands espaces. Donc en fait, les romans mettent en scène une nature très sauvage, des bois profonds, sombres, où on fait des rencontres étranges. C'est des romans assez oniriques aussi. Je pense au Loup chantant et au Roi des Fauves en l'occurrence. Donc voilà, je pense qu'ils sont nés de ma frustration de petite parisienne qui aurait bien voulu partir en exploration dans le Grand Nord et dans des bois et aller à la rencontre des loups. Par ailleurs, je pense que la fantaisie réactive quelque chose d'ancien. C'est-à-dire que dans les romans du 19e siècle, on avait, c'est la littérature fantastique qui a commencé à naître et qui réactivait à travers le loup-garou, à travers ces créatures fantastiques, les peurs anciennes du loup au fond des bois. Donc peut-être que la fantaisie, le monstre, les créatures de ces romans-là réactivent des peurs anciennes. C'est-à-dire que nous, les citadins, on est bien protégés dans nos villes, on a plus ce contact-là avec cette peur archaïque, et à travers les romans, on va la retrouver en fait. Tout à fait. C'est en tout cas clairement l'effet que produit votre roman, ou celui d'Adrien, qui évoque pas mal le même type de paysage, le plus récent, où effectivement on est aussi dans des solitudes glacées, où on est aussi face à un surgissement des monstres, bon, alors, et vraiment un archaïsme revendiqué avec les clans, les vassaux, etc. Une société vraiment féodale qui est construite. Oui, la sortie des terres glaciales, du froid, du givre, ça amène à l'isolement, en fait. Ça rapporte à l'isolement qui est un peu l'occasion de se lancer dans l'aventure, parce que toutes les opportunités sont là et tous les monstres et les obstacles sont là aussi. Le froid, l'inconnu, les bêtes sauvages, qui peut être des fois pas sympa. C'est toujours sympa. Mais tous ces éléments-là sont des prérequis idéaux pour l'aventure, en fait, pour se lancer dans l'aventure. C'est-à-dire que moi, quand on me met devant une grande étendue pleine de neige avec des montagnes au bout, je vais aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne. En fait, je ne cherche pas beaucoup plus loin. Je dis, viens, on va là. Je suis allé en Islande il n'y a pas très longtemps et c'était très difficile de me retenir, parce que dès que je voyais un truc, un paysage, un iceberg, quelque chose, je voulais le voir, parce que c'était... Et ça, je sais pas pourquoi, mais je trouve que les paysages du Grand Nord, les paysages enneigés, les paysages de grandes forêts sombres, ou les paysages au contraire de grandes plaines enneigées, isolées, ça a quelque chose d'attirant pour l'aventure, une sorte d'aimant à l'aventure. En fait, instinctivement, j'ai imaginé 3-4 idées de romans rien qu'en un voyage en Islande. Alors, Scott Lynch, a priori, vous partez, vous, au contraire, d'une ville, Camor, qui est et au contraire très labyrinthique, très peuplée. Donc, c'est pas le même type de point de départ pour l'aventure que ces grands paysages, de ces immensités désolées que nous décrivaient les précédentes interventions. Well, I sympathize with the ideas about Iceland. I was in Iceland with my wife in November, and it is impossible to visit Iceland and not feel like writing many fantasy novels about it. I mean, it is it's perhaps a bit rude to treat someone else's country as, so quaint and inspirational, but
it has such a profound effect on the visitor. I grew up in a suburb of a major American city. So I didn't have a great deal of exposure to a deep city landscape, and I had intermittent exposure to relatively deep wilderness, the northern woods of Minnesota and southern Canada, and the very, very bitter winters, bitter winters in my own land. So I grew up appreciating it, but for whatever reason, when the time came for me to finally write a novel, to quit messing around and write a novel, I was just seized with the notion of writing the city, at least to start out with, as much as I was with writing the lives of the people within it. And there was a direction that the Lies of Locke, I mean, the entire series might have gone in a very different direction if I had chosen to focus on the city and simply show the passing of lives of different generations within the city. I was very inspired. My first fantasist that I read at length, even before Tolkien, was Ray Feist, Midkemia stories, and they were generational. In that, you know, one set of heroes would have their adventure and then die of old age, not always gloriously, not always heroically, and another generation would pick them up. And I found that very compelling. I was also interested in the Ed McBain approach. I'm not sure if Ed McBain is very well known over here. Ed McBain, sounds like a Simpsons character. He's a crime novelist who had a fictionalized version of New York called Isola. And what he wrote was not a story about a heroic detective. It was a story in which the detective room was the character. And the individual detectives would come and go and take vacations and die and get married and leave the series. But the story was always the story of the detective department. And I thought that was a really interesting approach that I might want to try. And what happened was the characters in the book became too interesting to stay with the city. Locke and Jean sort of took over and drove me elsewhere. So I'm still interested in that beautiful theory. God knows when the hell I'm going to get back to doing it. It's turned a little bit into more the adventures of Locke and Jean than the adventures of the cities they travel through. Although the cities are still very important to me. Alors je compatis complètement avec l'idée de l'Islande qui donne très envie d'écrire, parce que j'y suis allée en novembre avec ma femme et effectivement ça m'a beaucoup inspirée. Alors ça fait peut-être un peu mal poli de dire du pays de quelqu'un d'autre que c'est juste une source d'inspiration, mais alors franchement ça fait un effet fou ce pays et vraiment j'ai adoré, donc voilà, je compatis. Personnellement, en fait, j'ai grandi en banlieue d'une grande ville, mais j'ai pas vraiment été exposée à la ville et ses profondeurs en elle-même. J'ai plutôt été exposée justement aux grandes forêts du Minnesota ou les étendues sauvages du Canada. J'ai connu les hivers très rudes et j'ai beaucoup aimé ça. Mais du coup, quand j'ai arrêté de faire l'idiot et que je me suis mis à réellement écrire, j'ai plutôt eu envie de parler d'une ville, de partir de la ville et de parler des gens qui y habitaient également. Alors à vrai dire, la série aurait pu être complètement différente si j'avais décidé de vraiment me concentrer uniquement sur la ville et de parler des générations qui y vivaient les unes après les autres. J'ai été extrêmement influencée par un auteur bien avant encore de lire Tolkien. J'ai lu Feist, voilà. Qui lui racontait des histoires justement de générations qui se succédaient. Donc les générations mouraient de vieillage, pas toujours de façon très glorieuse, et leur succédait la génération suivante. Et j'aimais beaucoup ça. J'avais également un grand intérêt pour un auteur qui s'appelle McBain. Alors on dirait un nom de personnage des Simpsons, mais ce n'est pas le cas, c'est un auteur très sérieux, qui écrivait des histoires de détectives, d'inspecteurs, dans une ville qui était basée sur New York mais qui s'appelait Isola.
Mais plutôt que de parler d'enquêteurs en particulier, c'était des enquêteurs qui se succédaient au poste de police en fait. C'était vraiment la vie du commissariat plutôt qui était intéressante. Et donc on suivait un enquêteur qui ensuite mourait et on en suivait un autre. Et j'aimais beaucoup cette approche et je l'avais bien envisagée, mais au final quand j'ai commencé à écrire, les personnages sont devenus beaucoup trop intéressants et je me suis trop intéressée à Locke et à Jean et du coup ils m'ont emmenée ailleurs plutôt que de suivre cette idée. Donc j'aime toujours beaucoup cette théorie de s'accrocher à un endroit et d'y voir les générations qui s'y succèdent. Mais là, pour cette fois-ci, c'est mort parce que j'ai préféré suivre Locke et Jean plutôt que la ville. Mais qui sait quand je l'écrirai l'autre roman.